Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je vais vous présenter le travail que vous devez réaliser pour le jeudi 30 avril et que vous devez me rendre avant 17 heures. Nous avons commencé un nouveau chapitre la semaine dernière sur les systèmes de chauffage et de climatisation qui faisait suite au premier chapitre sur les énergies domestiques qui étaient utilisées au sein des différents logements. Vous avez vu des premiers éléments sur les systèmes de chauffage, notamment que le système de chauffage avait pour objectif théorique de maintenir une température au sein des logements d'environ 20 degrés. Vous avez également vu différents types de systèmes de chauffage. Parmi les trois grands systèmes de chauffage que l'on retrouve, je vous le rappelle, on retrouve d'abord le chauffage urbain. Alors, pour rappel, hein, le chauffage urbain permet justement donc de produire une quantité de température pour un ensemble de quartiers ou un ensemble d'immeubles, voire pour une ville entière. Donc, si on veut schématiser ce petit élément, je dessine un peu vulgairement des immeubles et justement, on va avoir ces immeubles qui vont être approvisionnés à un moment donné par une source d'énergie. Donc, dans le cadre du chauffage urbain, on va avoir justement une centrale de production de chaleur. Cette centrale de production de chaleur permet de produire des calories qui seront ensuite redistribuées au logement par l'intermédiaire d'un réseau de chaleur. Donc, vous aurez un réseau d'air chaud ou d'eau chaude qui sera distribué aux différents logements. Et une fois que la température contenue dans l'eau ou dans l'air a été distribuée aux émetteurs de chaleur du logement, eh ben, ce réseau étant un circuit fermé, l'air chaud ou l'eau chaude, pardon, qui aura distribué sa température, retournera à son point de départ en étant tout simplement froid et sera réchauffé une nouvelle fois pour y être renvoyé, etc., etc. Vous avez donc vu les avantages et les inconvénients d'un chauffage urbain. Deuxième type de chauffage que vous avez pu voir la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle le chauffage central. Alors, dans le cadre d'un chauffage central, vous avez vu que la température était produite justement par une chaudière. On avait systématiquement ce qu'on appelle un lieu de production de la chaleur qui était une chaudière à ne pas confondre avec un ballon d'eau chaude sanitaire qui n'a pas la même vocation. Cette chaudière permet de produire de la chaleur qui va être ensuite distribuée par l'intermédiaire d'un réseau de distribution aux émetteurs de chaleur. Les émetteurs de chaleur appelés vulgairement chauffage. Et donc, vous avez vu la dernière fois qu'il existait différents types de chauffage central. Vous avez vu qu'il existait le chauffage dit collectif. Vous avez vu qu'il existait donc le chauffage central qu'on appelle, je vais le mettre en, je vais pas le mettre en point, je vais le mettre en tiret parce que ça fait partie du chauffage central, hein. Vous avez donc le chauffage central qui contient plusieurs types de sous-systèmes. Vous avez le collectif, vous avez le chauffage central dit individuel, vous avez également le chauffage central dit individuel centralisé. Alors, si vous effectivement vous renseignez plus sur le sujet, vous remarquerez qu'il existe d'autres types de chauffage central qui sont quand même beaucoup moins fréquents. Nous, on s'intéressera surtout à cela parce qu'ils représentent la grande majorité des systèmes qui sont aujourd'hui installés dans les logements. Alors, vous avez vu la dernière fois justement quelles étaient les caractéristiques d'un chauffage central collectif, d'un chauffage central individuel et d'un chauffage central individualisé. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement à un élément qui peut être présent dans ces trois justement, euh, sous-systèmes de chauffage, c'est les réseaux de distribution. On va donc s'intéresser effectivement à ce qu'on appelle le réseau de distribution dit monotube, le réseau de distribution dit
monotube dérivation et le système, je vais préciser, lui le premier c'est monotube série, pardon, lui c'est le monotube dérivation et on va s'intéresser au troisième système qui est dit le système bitube. Et pour terminer, on s'intéressera au système qu'on appelle distribution pieuvre. Et donc on va s'intéresser plus particulièrement à ces différents types de réseaux de distribution. Pour que vous puissiez justement en connaître un peu plus sur ces différents réseaux de distribution, vous allez donc réaliser la consigne 7 du polycopier qui est en pièce jointe dans le mail, ainsi que la consigne 8. Alors, je vais faire avec vous la première consigne, ou du moins le premier élément de la première consigne qui vous permettra, vous par la suite, de mieux comprendre mes attentes. Pardon. Alors, je vous dis ici que les différents types de distribution de l'eau chaude pour le chauffage. Dans le cas d'un chauffage central, les émetteurs de chaleur fonctionnent avec de l'eau. Les caractéristiques des émetteurs de chaleur sont détaillées dans un point ultérieur du chapitre. Effectivement, on y va étape par étape. Premier élément, nous avons détaillé la dernière fois le fonctionnement d'une chaudière. Aujourd'hui, on s'intéresse au réseau de distribution. La prochaine fois, on s'intéressera aux différents types d'émetteurs de chaleur qui existent. Donc la distribution de l'eau nécessaire au bon fonctionnement des émetteurs s'effectue par le réseau de distribution, depuis la chaudière jusqu'aux émetteurs. En consigne 7, à partir des informations ci-dessous, représentez sur le schéma suivant les différents modes de distribution de l'eau pour les émetteurs de chaleur. Vous ajouterez en bas de chaque schéma un commentaire sur 1. La perte de chaleur entre les radiateurs de début et de fin de circuit, si elle existe. 2. La quantité de tubes à installer. À vous de me dire si, en fonction du type justement de circuit que vous avez, pour vous, c'est un circuit qui coûte plus ou moins cher parce que justement, il nécessite l'installation d'une plus ou moins grande quantité de tuyauterie. Pour terminer, la précision de régulation de la température. Est-ce que vous pensez qu'en fonction justement du circuit de chaleur qui est mis en place, on va avoir une différence effectivement de température entre les différents émetteurs de chaleur et que en fonction du type de circuit, est-ce qu'il est plus simple ou pas de régler cette température? Mais intéressons-nous tout d'abord au système monotube série, qui est le plus simple et c'est celui que nous allons faire ensemble. Alors, un chauffage monotube utilise un seul et unique tube pour acheminer l'eau vers la suite de radiateur et la ramener vers la chaudière. Donc c'est très simple d'installation. Ce système de montage signifie que tous les radiateurs sont reliés les uns à la suite des autres, ce qui oblige le liquide à traverser chaque appareil un par un. Ce montage, je vous dis qu'il n'existe plus aujourd'hui car il génère de grosses pertes de performance et ne permet pas l'utilisation d'un système de pilotage ou de régulation. Alors maintenant, si on veut représenter justement ce système monotube série en utilisant la base de schéma que je vous ai collée juste en dessous, comment nous pourrions le représenter? Je vous demande d'utiliser deux types de légendes, qui est le tube contenant l'eau chaude que nous allons représenter avec un trait rouge et le tube contenant l'eau froide. Alors, vous vous en doutez, le tube qui contient l'eau chaude est le tube qui part généralement de la chaudière et qui va aller distribuer l'eau au radiateur. Ces radiateurs vont ensuite transférer la chaleur contenue dans l'eau à la pièce et les tubes contenant l'eau froide vont donc servir à récupérer l'eau qui sort des radiateurs pour les ramener à la chaudière pour que cette eau soit ensuite une nouvelle fois réchauffée. Alors ici, nous sommes face à un système monotube série. C'est le système le plus simple qui existe au monde dans le cadre d'un chauffage central. Alors, un seul tube va emmener l'eau envers les radiateurs et cette eau va passer successivement par tous les radiateurs. Donc, j'ai ici une chaudière murale. Cette chaudière va donc être reliée aux différents radiateurs par un circuit. Alors, traditionnellement, l'eau entre par le haut des radiateurs, c'est pour ça que je l'ai représenté ainsi. Vous avez donc un tube qui permet d'amener l'eau chaude aux différents radiateur. Alors, cette eau va d'abord passer par le premier, puis une fois qu'elle est passée par le premier, elle va commencer à émettre un peu de ses calories dans la pièce. Ensuite, cette eau chaude va sortir du radiateur et va aller dans le suivant. Lui aussi va commencer à émettre de la chaleur car il va justement transférer les calories présentes dans l'eau à la pièce. Et pour finir, l'eau va une nouvelle fois atteindre le dernier de circuit.
le dernier radiateur du circuit pour ensuite retourner auprès justement donc de la chaudière. Cependant, l'eau ici, vous vous doutez bien qu'elle aura transféré au fur et à mesure l'ensemble de ses calories et sera donc à une température plus basse que lorsqu'elle sort de la chaudière au début. Ce qui veut dire que le circuit va ensuite retourner à la chaudière mais va rapporter par un tube de l'eau froide. Cette eau froide sera une nouvelle fois réchauffée. Donc ici, vous avez sur ce schéma une représentation simplifiée du fonctionnement d'un système monotube série. Alors, ici, je vous demande quand même d'avoir un peu de réflexion. Tout d'abord, sur, comme je vous le demande, la perte de chaleur entre les radiateurs de début et de fin de circuit. Vous vous doutez bien que la température du radiateur qui est en début de circuit est plus élevée que la température du radiateur qui est en fin de circuit, parce que l'eau va perdre au fur et à mesure de sa température car elle transfère ses calories justement à l'air justement de la pièce. Donc c'est un premier commentaire qu'il faut réaliser, car vous vous doutez bien qu'avec ce genre d'installation, on ne peut pas non plus justement donc apporter une température à un grand logement, par exemple, parce que vous allez avoir beaucoup de pertes de calories au fur et à mesure de passage des radiateurs. Donc c'est un système qui est ancien, qui est pu réaliser justement par rapport à ce genre de problème. Ensuite, je vous demande de réfléchir par rapport à la quantité de tubes à installer. Alors, bien que le système soit ancien et ne soit plus mis en place aujourd'hui, ici, nous sommes sur un système qui est extrêmement simple. Ce système extrêmement simple permet d'avoir une quantité de tubes à fournir petite. Vous vous doutez bien qu'ici, on a un seul tube à mettre en place, ce qui nécessite justement assez peu de travaux. Ce qui veut dire, logiquement, un coût qui est réduit. Pour terminer, je vous demande de réfléchir par rapport à la précision de régulation de la température. Alors ici, la réflexion que vous devez avoir enfin, que vous devrez avoir pardon, dans la suite, c'est: OK, il va falloir suivre pardon, le circuit de la température. C'est-à-dire que ici, je vais avoir, sur mes différents émetteurs de chaleur, un robinet variateur qui va permettre de plus ou moins moduler la quantité d'eau chaude qui va passer dans mon radiateur. Sauf qu'avec un système comme ça, vous vous doutez bien que si sur mon premier radiateur, je diminue la quantité d'eau chaude qui entre, je vais nécessairement diminuer la quantité d'eau chaude qui va aller dans la suite de mon circuit. Ce qui veut dire qu'ici, on a une précision qui est plutôt mauvaise parce que justement, on va avoir assez de mal à régler individuellement chacun des éléments. Si vous avez envie d'avoir une pièce plus chaude qu'une autre, avec ce système, c'est compliqué. Donc, on a une précision de la régulation qui est assez mauvaise avec ce système. Donc, je vous demande d'avoir une réflexion autour justement de ces éléments pour chacun des différents types de circuits. Vous devrez traiter le système monotube série, vous devrez traiter le système monotube dérivation, vous devrez traiter le système bitube et vous devrez traiter pardon, la distribution en pieuvre. Pour terminer, je vous parle du chauffage électrique divisé. Donc, le chauffage électrique divisé est caractérisé par une production et une distribution de chaleur qui a lieu au même endroit. Chaque émetteur de chaleur produit ses calories et les rejette dans la pièce dans laquelle il est situé. Les caractéristiques des émetteurs de chaleur sont détaillées dans un point ultérieur du chapitre. Donc, dernier grand système qui existe, nous avons donc le chauffage urbain, le chauffage central et nous avons le dernier qui est le chauffage électrique individualisé. Tout ça, ce sont aussi un peu, enfin les trois grands types de chauffage, on les a vus à travers l'introduction, hein. Le chauffage électrique individualisé. Alors ici, j'aimerais bien détailler la distribution du chauffage électrique individualisé, mais comme vous en doutez, elle n'existe pas, parce que comme je l'ai dit, dans le cadre d'un chauffage électrique individualisé, la production de chaleur et la distribution est réalisée directement avec le même appareil sans circuit. Pour terminer ce chapitre, ou bien ce polycopier, je vous demande de réaliser la consigne 8. Complétez le tableau suivant par les avantages et les inconvénients du chauffage central et du chauffage électrique divisé. Vous compléterez également le tableau par les cas de figure où il est conseillé d'installer un chauffage central ou un chauffage électrique divisé. Pour cela, vous devez réaliser des recherches Internet. Vous verrez qu'il est très facile d'obtenir des informations sur ce sujet.
Voilà, j'en ai terminé pour l'explication des consignes que vous devez donc réaliser pour le jeudi 30 avril. Très bonne fin de journée, au revoir.